le Google de tout le monde, on trouve quelques noms français, Jacques Dubois, Lambert, etc. Quelle est leur position par rapport à ce que vous avez exposé? Il y a effectivement un mouvement distributiste français qui existe encore aujourd'hui, qui a été lancé par un député français avant-guerre, qui a peu de rapport en fait avec le distributisme anglais. C'est pour ça que j'insiste bien sur le qualificatif avec le distributisme anglais, puisque ce distributisme français ne s'inspire pas du tout de la doctrine sociale de l'Église. C'est plutôt un redistributisme, une redistribution qui est visée, et notamment Jacques Dubois est à l'origine, je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais à l'origine de l'idée ou du concept de salaire universel. Donc très peu de rapport avec le distributisme anglais. Je vais vous faire cette question. Bien, merci. Quelques questions. Je dis, pouvez-vous davantage expliquer comment en Suisse l'initiative de taxer 0,1% des produits financiers électroniques a échoué? Ma réponse est non. Je ne peux pas expliquer comment elle a échoué, parce qu'elle n'a pas échoué. Elle n'a ni échoué ni réussi d'ailleurs, parce qu'on va lancer l'initiative au mois de mai. Donc si je reviens dans 2-3 ans, je peux vous dire si elle a échoué ou réussi. Donc on ne sait pas. On ne sait pas encore. Comment créer les conditions de réussite d'une telle taxe à 0,1%, mais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, effectivement. Parce que cette micro-taxe correspond aux intérêts, on va dire, de 99,9% des sociétés et des entreprises. Face à cela, il y aura des lobbies très puissants qui vont s'activer. Donc on va voir. Je vous tiendrai au courant avec grand plaisir, mais là c'est surtout que je ne peux pas répondre directement à cette question. Après ça, une autre question plus technique, liée à mon exemple d'assurance et de paris sur les faillites. La question c'est d'où cette société d'assurance sort-elle l'argent? Il y a deux cas de figure. Ou bien la société, ou bien l'entreprise ne tombe pas en faillite. La société d'assurance n'a pas à sortir de l'argent, elle en reçoit. Elle vend ses produits d'assurance, elle vend ses petits papiers, des produits d'assurance, puis elle reçoit de l'argent. Et puis si la banque tombe en faillite, c'était le cas des Brothers, alors là, la société d'assurance qui se tombe en faillite aussi. C'est le cas de l'AIG qui était quasiment en faillite. Et là, d'où sort l'argent? C'est le nôtre. Alors, on nous en parle de l'argent, on en fout dans nos poches, et puis on renfloue la société d'assurance, pour répondre directement à ça. Alors, la superclasse financière, je lis, mondiale, 0,1% de la population possède bénéfices, État, etc. Elle mène le monde à l'esclavage, à la destruction. Que faire? Bien, je pense qu'il faut des citoyens actifs qui interpellent les maires, les élus, les députés, les sénateurs et leur demandent de se positionner, parce qu'il existe des solutions pour ces problèmes. Il existe des solutions. Il faut que les députés représentent leurs électeurs et non plus les lobbies. Aussi simple que cela. Les valeurs physiques hors argent sont-elles fiables en cas de crise financière majeure, en cas de crash? Effectivement, il vaut mieux l'or. Vous avez entendu parler de toutes ces devises virtuelles, Bitcoin, etc. C'est encore un délire. Donc, ce qui est tangible, au moins la terre, l'or est tangible aussi. Le reste flotte comme univers financier, jusqu'au moment où ça s'effondre. Autre question, comment mettre en place cette micro-taxe sur paiement électronique dans un pays sans y établir le contrôle d'échange du fait de la concurrence des autres banques à l'étranger? Mais vous savez, d'abord pour sortir d'un pays, il faut qu'il y ait un flux financier. Si un flux financier sort de la France pour aller en Suisse ou en Allemagne, il passera par la France avant de sortir. Et la taxe sera prise.
Secondo, aller à l'étranger pour éviter 0,1%, il faut vraiment être tordu. Je ne peux pas aller en Espagne chez le coiffeur parce que c'est 0,1% moins cher qu'en France, ou 0,2% moins cher qu'en Suisse. Donc on comprend, si c'est pour éviter une TVA de soi-disant 20% de taux normal, on comprend que les flux passent à l'étranger. Et pour éviter 0,2-0,3%, ça serait curieux. Autre question. Merci. Oui. Vous me dites, moi je m'adapte. Je m'adapte, on m'a demandé de répondre, je m'arrête, je m'arrête. Non, parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Ça ne sait pas. Donc rassurez-vous, il y a peu de questions. Première question, l'économie sociale et solidaire qui représente 10% de l'économie actuelle s'inscrit-elle dans le distributisme? Encore une fois, quand j'ai parlé de distributisme, pour ma part, c'est essentiellement le distributisme anglais d'origine anglo-saxonne. Il y a évidemment des points communs, mais que je sache, ça ne s'inscrit pas directement dans la même lignée historique du moins. S'il y a un économiste un peu ancien maintenant, mais qui se réclamait directement du distributisme, c'était par exemple l'auteur de Small is Beautiful, Schumacher. Par ailleurs, autre question, aux USA, n'y a-t-il pas un mouvement de retour à la Terre? Il y a eu dans le Nouveau un article là-dessus il y a quelques années, oui, effectivement, puisqu'il y a eu un article dans le Nouveau, je vous confirme, il y a bien un mouvement de catholiques qui retourne à la Terre aux États-Unis qui s'appelle le Catholic Land Federation, qui a été lancé par un jeune fermier qui s'appelle Kevin Ford avec sa famille et qui fait énormément d'émules. Alors à l'échelle américaine, je ne sais pas ce que c'est énormément pour représenter d'ailleurs. Enfin, il y a un certain nombre d'émules. Ils sont assez, j'allais dire, ce retour à la Terre est assez radical comme savent le faire les Américains, puisqu'ils retournent à la Terre sans engin agricole motorisé. Ils retournent à la charrue, tirés par les chevaux, etc. Donc et c'est vraiment dans un but de subsistance familiale directe et on vend surtout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait par ailleurs, non pas une question, mais une référence, il y avait une question de taille et avec un renvoi à la forme de l'État qui doit être évoqué dans ce livre duquel doit citer Aristote. Voilà. Donc vous avez du temps en fait. Oui. C'est bien. La question. Non, vous voulez quelques questions, mais on finira pas. Il y avait une question. On a l'adoration après. Bien sûr. Il faut arrêter avant 22 heures. Vous me dites, hein. Très bien. Certainement pas. Ça va mieux comme ça? Ouais, c'est la question. Excusez-moi. J'en étais. Ne devrait-on pas inciter par la fiscalité à orienter les moyens financiers vers l'économie productive plutôt que l'épargne, la spéculation financière? Mais bon, si les banques fonctionnaient bien, il n'y aurait pas de contradiction entre l'épargne et les investissements productifs, c'est-à-dire que nous épargnons et la banque transforme nos épargnes en investissements productifs. Le problème, c'est que les grandes banques dévient de cela et un autre schéma produit, elles proposent ces produits vraiment toxiques, elles font autre chose. Dans le schéma que j'ai indiqué, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'assurance est complice d'une malversation en acceptant d'assurer un faux risque. C'est vrai, tout à fait vrai. Donc, en Islande, les citoyens j'arrive pas à lire, mais ont envoyé des banquiers, merci, des banquiers en prison. Effectivement. Effectivement, c'est juste. Le cas de l'Islande est très intéressant. Les citoyens même ont réécrit la Constitution, et ils ont réussi à envoyer un certain nombre de banquiers en prison. Et une des personnes qui a réussi à le faire, qui a une formation de juriste, a dû d'ailleurs quitter le pays après parce qu'il était inquiété physiquement. Il a réussi à envoyer un certain nombre de banquiers en prison. Après ça, comment se positionner face aux banques et à leurs abus en tant qu'agriculteur? Est-il dangereux d'emprunter?
Que peut-il se passer en cas de crise financière? Oui, il est dangereux d'emprunter. On nous force souvent à emprunter, mais si possible, il vaut mieux éviter. Parce qu'on se passe à corde de cou, en quelque sorte. Donc, si possible, trouver d'autres arrangements. En cas de crise financière, on sait ce qui s'est déjà passé en 2008 et avant. C'est-à-dire que les contribuables ont mis les contributions, les contribuables et aussi les agriculteurs, et tout le monde paye les pots cassés, en tout cas 99% de la population. C'est chaque fois l'occasion d'accumuler encore plus de richesses entre quelques mains. Alors là, on cite la régulation, les réglementations qui pleuvent. Donc, comment se plaindre de l'État alors qu'il y a énormément de régulations, mais elles sont de plus en plus contre-productives. J'ai cité l'exemple de l'assurance et de ces milliers de pages qui existent actuellement. Pour l'assurance, vous auriez besoin de 2 phrases à la limite, encore une fois. J'ai dit pour l'assurance voiture. Vous possédez une voiture, vous devez vous assurer. Première phrase. Seconde phrase, vous n'avez pas le droit de vous assurer sur la voiture. Vous n'avez pas le droit d'assurer la voiture de votre voisin. Pas besoin de milliers de pages. Donc effectivement, il y a des milliers de pages et c'est bien contre-productif parce que les petites banques ont du mal à suivre. Elles ont tendance à se faire racheter par les grandes banques qui ont plus de facilité à suivre la régulation. Donc les grandes banques deviennent encore plus grandes au bout du compte. C'est pas ce qu'on veut. Donc c'est contre-productif, beaucoup de régulation. Je ne dis pas que tout est négatif, tout est noir, mais le plus souvent ça va dans le mauvais sens. C'est des textes simples, pas plus de 20-30 pages, pas besoin de milliers de pages. Et je crois que j'en ai terminé. Voilà. Là il y a une longue question que je la garde pour demain parce qu'il faut que j'ai le temps de lire tout de même, avec plusieurs pages. Il y a une question qui est très large, elle est très courte dans son énoncé, mais très large dans la réponse qu'elle susciterait, c'est comment rendre la France plus à l'échelle de l'homme. C'est véritablement c'est ça, plus à l'échelle de l'homme. C'est une question tellement vaste que je ne saurais pas vous répondre en quelques mots là. En tous les cas, il me semble qu'il faut faire très certainement ce que vous faites déjà en vous réunissant ici et en prenant des initiatives de type local, professionnel, etc. Mais pour moi, ça relève cela du primum vivere, parce qu'il faut effectivement vivre le mieux possible à l'échelle humaine, mais que la solution pour la France dans son entier, elle est forcément d'ordre politique. Et que tant qu'on ne peut pas jouer sur ce levier politique, il est difficile de trouver une réponse concrète à cette question. En tous les cas, il faut y travailler. Il faut rendre peut-être un jour les conditions politiques possibles pour qu'à son tour les conditions soient créées pour que la vie sociale, la vie économique soit à l'échelle humaine. Je viens de découvrir une autre question. Sur la question de la dette, on ne cesse de nous dire en France que notre dette est abyssale à cause de notre politique sociale et de notre incapacité à nous adapter. Alors qu'ailleurs en Europe, tout est tellement mieux. Que pensez-vous de ce discours politico-médiatique? Les arguments invoqués sont fallacieux. La dette est abyssale, effectivement, mais pas à cause de notre politique sociale. Pourquoi est-elle abyssale? Parce que les États ont décidé en 2008-2009 de sauver les grandes banques. Je souhaite que les grandes banques, je ne parle pas du tout des banques. Les grandes banques, en l'occurrence, avaient prêté beaucoup à la Grèce. Et la politique, donc ça a été après en 2010, 2011, 2012. Au nom du sauvetage de la Grèce, en fait, les grandes banques françaises et allemandes ont été renflouées avec des dettes publiques. Voilà. Donc, les dettes abyssales sont liées à cette politique d'accointance de l'État vis-à-vis des grandes banques. Et la politique sociale n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être dans un pays civilisé. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens pauvres en France. Donc ces arguments ne sont pas corrects, effectivement, et les médias les répètent à satiété, donc il faut pouvoir répondre. J'ai une réponse à une question que vous ne m'avez pas posée, ça va être très très court. Vous ne l'avez pas posée, je me la pose moi-même. Si vous voulez connaître un peu de manière plus claire et plus détaillée les idées distributistes de Chesterton, j'ai apporté, ils sont disponibles là-bas, 2 livres de lui. Le premier c'est Utopie des usuriers, dont j'ai fait mention au début. Et le deuxième, je le dis parce qu'il n'en reste que 4 exemplaires, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, il est épuisé. C'est les 4 exemplaires qu'il y avait dans ma propre bibliothèque.
c'est le plaidoyer pour une propriété anticapitaliste où il développe ses idéaux de société paysanne. Voilà, c'était juste cette réponse à la question que vous voulez poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux orateurs. Nous remercions M. Maxence particulièrement parce qu'il faut qu'il nous quitte ce soir demain matin. D'accord. M. Maxence nous quitte, donc on le regrette. Bien sûr, il était prévu pour la table ronde, mais en même temps, il a d'autres impératifs. Et nous aurons l'occasion pour M. Chesnais demain dans la journée de partager déjà ce soir. Mais donc, maintenant nous avons un temps d'adoration, le Seigneur va bientôt arriver, donc on se met en disposition, les prêtres et Monseigneur, s'il veut bien, rejoindront le Père Éric qui amènera le Seigneur tout de suite après l'exposition, s'ils sont disponibles, le Seigneur et Monseigneur, s'ils sont disponibles pour confesser, pour organiser les confessions. Donc après l'exposition du Saint-Sacrement, les prêtres se trouvent dans l'accueil pour se concerter avec le Père Éric. Ouais, mais c'est vrai qu'on parle de choses en laissant réfléchir, mais maintenant il faudrait vraiment pas s'inquiéter sur la Et ceux qui voudront les enregistrements sont priés de venir nous voir pour les réserver, pour les récupérer demain et sur clé USB. On le dira, je pense que certains aussi commencent. C'est une question de rigolo.